Ma meilleure amie Rosa et moi avons planifié une escapade amusante à Chicago pour l'été. Nous voulions explorer l'Institut d'art, essayer une pizza profonde et nous promener le long des rives du lac Michigan. Nous avons recherché en ligne un joli Airbnb proche du centre-ville pour visiter facilement les principales attractions. Nous avons trouvé un charmant loft dans un immeuble ancien rénové. Il y avait des murs en briques apparentes, de hauts plafonds et de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de soleil. L'animatrice, Naomi, a reçu une poignée de critiques, toutes positives. Le prix était raisonnable, nous l'avons donc réservé pour 4 nuits. Lorsque nous sommes arrivés au loft, tout semblait exactement comme décrit. Naomi n'était pas là pour nous accueillir, mais elle a donné des instructions claires pour l'enregistrement automatique. L'espace avait une ambiance moderne avec un canapé confortable, une petite table à manger et une cuisine ouverte. Rosa et moi avons défait nos bagages, puis nous sommes précipités dehors pour dîner et voir la célèbre sculpture Bean dans Millennium Park. Nous sommes rentrés vers 21h et nous nous sommes installés pour regarder un film sur nos ordinateurs portables. Le quartier était un peu bruyant, un mélange de voitures, de voix et de bruit de la ville. Mais cela ne nous dérangeait pas. Vers 23h, alors que nous nous préparions à nous coucher, on frappa violemment à la porte. 3 coups forts, puis le silence. Rosa et moi avons échangé des regards confus. Nous n'attendions personne. Nous nous sommes dirigés vers la porte et j'ai demandé « Qui est-ce » Une voix masculine a répondu « Police de Chicago. S'il vous plaît, ouvrez-vous. » Mon ventre se serra. Pourquoi la police frapperait-elle sur notre Airbnb? J'ai regardé par le Judas. Je pouvais voir un homme de grande taille portant une veste sombre. Il m'a montré ce qui ressemblait à un badge, mais je ne pouvais pas le voir clairement à travers le Judas déformé. J'ai gardé la chaîne sur la porte et je l'ai ouverte juste entr'ouverte. « Oui ?» ai-je demandé en essayant de calmer ma voix tremblante. Il dit d'un ton grave « Madame, je dois vous parler d'une perturbation signalée dans cette unité. » Cela n'avait guère de sens. Nous n'avons fait aucun bruit et n'avons eu aucun problème. J'ai jeté un coup d'œil à Rosa, qui secoua la tête avec confusion. « Désolé, officier, dis-je prudemment. Nous sommes arrivés il y a quelques heures. Il n'y a aucune perturbation. » Il a insisté. Nous avons reçu un appel. Ouvrez la porte pour que je puisse entrer et jeter un œil. C'était un signal d'alarme. Je me souviens avoir lu quelque part que les vrais policiers n'exigent généralement pas d'entrer sans raison claire, surtout s'il n'y a pas de mandat. Je lui ai demandé son nom et son numéro de badge. Il a débité quelque chose trop rapidement pour que je puisse le comprendre. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je réalisais que quelque chose me paraissait très bizarre. Je lui ai dit d'attendre et que j'appellerais le poste de police local pour confirmer. Il s'arrêta une seconde, puis dit « Ne perdez pas de temps, ouvrez simplement la porte. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer. Rosa a saisi son téléphone et a appelé le 911. Elle a chuchoté au répartiteur qu'un homme prétendant être un policier était à notre porte, mais nous ne savions pas s'il était réel. Pendant ce temps, l'homme à l'extérieur frappait à nouveau, plus fort cette fois. « Ouvre !» grogna-t-il. Je lui ai dit que nous étions au téléphone avec le 911. Son ton a changé brusquement. « Vous faites une grosse erreur », a-t-il lancé. Puis, il a marmonné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas pu comprendre. Après une brève pause, j'entendis des pas s'atténuer dans le couloir. L'opératrice du 911 est restée en ligne avec nous. En quelques minutes, nous avons entendu de véritables sirènes à l'extérieur. 2 policiers en uniforme ont frappé à notre porte de manière plus contrôlée, annonçant qu'ils appartenaient au département de police de Chicago. Nous avons rapidement vérifié leur nom à travers la porte avant de l'ouvrir. Ils portaient des uniformes officiels, portaient des insignes marqués et avaient l'air professionnels, pas comme l'homme qui était venu plus tôt. L'un des policiers nous a demandé une description du faux flic. Nous avons expliqué ce qui s'était passé. Le coup, le faux badge, l'agression soudaine.
Nous avons également mentionné que nous logions dans un Airbnb et que nous ne savions pas s'il s'agissait d'un crime aléatoire ou si nous étions ciblés. Les agents ont pris des notes et nous ont conseillé de rester à l'intérieur et de verrouiller la porte. Ils ont dit qu'ils patrouilleraient dans la zone pour voir s'ils pouvaient trouver quelqu'un correspondant à la description. Après le départ de la vraie police, Rosa et moi étions trop secoués pour dormir. Nous avons gardé les lumières allumées et avons poussé une lourde chaise contre la porte, juste pour nous sentir plus en sécurité. J'ai envoyé un texto à Naomi, notre hôte, pour lui faire savoir ce qui s'était passé. Elle s'est excusée abondamment et a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu parler de quelque chose de pareil dans son immeuble auparavant. Elle a proposé de nous laisser déménager dans une autre unité qu'elle gérait à proximité, mais nous avons décidé de rester sur place pour la nuit puisque la police venait juste d'arriver. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés anxieux. Nous avons appelé le commissariat local pour faire un suivi. Ils n'avaient arrêté personne, mais ils nous ont dit que quelques incidents similaires avaient été signalés dans la région. Quelqu'un se faisant passer pour un officier pour inciter les gens à ouvrir leurs portes. Parfois, ces criminels pénétraient de force pour voler ou agresser les occupants. Savoir à quel point nous étions proches du danger m'a glacé le sang. Rosa et moi avons évalué nos options. Nous pourrions écourter notre voyage ou trouver un autre endroit où séjourner. Nous avons contacté Airbnb pour lui expliquer que nous ne nous sentions pas en sécurité. Ils nous ont proposé de nous aider à déménager. Finalement, nous avons choisi de déménager dans un hôtel du centre-ville. Même si cela coûtait un peu plus cher, nous voulions avoir l'esprit tranquille. Avant de partir, j'ai appris une leçon précieuse. Vérifiez toujours l'identité de quelqu'un qui prétend être un policier. Si quelque chose ne va pas, demandez un numéro de badge et un nom et appelez directement la station pour confirmer. Les vrais officiers comprendront votre prudence. Notre voyage de rêve à Chicago s'est transformé en cauchemar la première nuit. Tout cela à cause d'un inconnu qui a frappé à notre porte, se faisant passer pour les forces de l'ordre. Même si nous avons quand même réussi à visiter les sites touristiques de la ville les jours suivants, nous sommes restés nerveux. Chaque fois que nous entendions des pas dans le couloir ou le moindre coup à une porte, notre cœur faisait un bond. Maintenant, Rosa et moi partageons cette histoire avec tous ceux qui voyagent. Que vous séjourniez dans un hôtel, une auberge ou un Airbnb, soyez vigilants, gardez les portes verrouillées et ne les ouvrez à personne, à moins d'être sûr de qui se trouve de l'autre côté. Avant de plonger dans l'histoire suivante, si vous visitez notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos prochaines histoires effrayantes. J'avais toujours voulu visiter Seattle. Le mélange de nature et de vie urbaine de la ville m'a fasciné et j'avais hâte d'explorer le marché de Pike Place, de voir le Space Needle et de siroter un café au Starbucks original. Mon petit ami, Jake, et moi avons décidé de rester une semaine. Nous avons donc réservé un charmant Airbnb décrit comme un appartement confortable au sous-sol dans un quartier calme. Les photos montraient un joli espace de vie, une petite cuisine et une chambre avec un lit moelleux. Le prix était bon, et l'hôte, Lisa, a reçu plusieurs critiques positives, disant qu'elle avait répondu rapidement et était serviable. Nous sommes arrivés à Seattle un dimanche après-midi. La pluie tombait d'un ciel gris, ce qui semblait très à l'image de la ville. Après avoir récupéré nos bagages, nous avons loué une voiture et nous sommes dirigés vers l'adresse que Lisa nous avait indiquée. La maison se trouvait dans une rue bordée d'arbres, composée de vieilles maisons de style cottage. Nous avons trouvé la clé dans un coffre-fort, comme Lisa nous l'avait demandé, et sommes entrés par la porte latérale qui menait à l'appartement du sous-sol. L'appartement était un peu plus petit qu'il n'y paraissait sur les photos, mais nous n'étions pas trop difficiles. Les meubles n'étaient pas assortis et les lumières étaient faibles, mais c'était assez confortable pour un séjour d'une semaine. Il y avait une légère odeur de moisi, ce qui nous semblait normal pour un sous-sol.
Nous avons posé nos bagages et envoyé un texto à Lisa pour lui faire savoir que nous étions arrivés sains et saufs. Elle a répondu par un message amical. « Bienvenue, faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. » La première nuit s'est déroulée sans grande excitation. Nous nous sommes endormis au son de la pluie qui tapait sur la petite fenêtre. Le matin, nous nous sommes aventurés à explorer le centre-ville de Seattle. Nous avons visité le marché, pris des photos du Gum Wall et essayé des fruits de mer frais. Nous sommes rentrés en début de soirée, avons fait quelques courses et préparé le dîner dans la petite cuisine. Vers 22 heures, alors que nous nous préparions à nous coucher, nous avons entendu un bruit sourd. Au début, nous avons cru que c'était quelqu'un qui déplaçait des meubles à l'étage. Peut-être que Lisa était en train de réaménager son salon. Mais le bruit continuait, doux mais constant, venant du coin le plus éloigné du sous-sol. Nous avons plaisanté sur le fait que la maison était hantée, puis nous avons essayé de l'ignorer et de nous endormir. Le lendemain, nous avons demandé à Lisa si elle faisait du ménage ou des réparations à domicile tard le soir. Elle a dit non et s'est excusée si nous étions dérangés par des bruits. Elle a mentionné que les tuyaux du sous-sol faisaient parfois du bruit. Satisfaits de cette explication, nous avons continué notre journée en visitant les musées et les quartiers locaux. Mais chaque nuit, les coups revenaient. Ce n'était pas très bruyant, mais c'était persistant. Jake a finalement décidé d'enquêter. Il fit le tour de l'appartement au sous-sol, appuyant son oreille contre les murs. Le bruit semblait provenir de derrière une porte verrouillée près de la buanderie. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'un placard à fournitures auquel seule Lisa pouvait accéder. La porte était munie d'un cadenas, ce qui semblait un peu extrême, mais nous n'y avons pas trop pensé au début. Lors de notre troisième nuit, les coups sont devenus plus intenses, presque comme si quelqu'un frappait. Jake a essayé d'appeler Lisa, mais elle n'a pas répondu. Nous avons décidé de lui envoyer un message pour lui demander s'il y avait une raison à ces bruits. Aucune réponse n'est venue cette nuit-là. Incapables de dormir, nous nous tenions près de la porte verrouillée, écoutant. Les poils de mes bras se dressèrent parce que j'entendais ce qui ressemblait à une légère toux. C'était tellement inattendu que j'en ai eu le souffle coupé. Jake m'a regardé, les yeux écarquillés. Nous avons tous les deux réalisé que cela ne ressemblait plus à des tuyaux. Cela ressemblait à une personne. Nous nous sommes éloignés de la porte, ressentant un sentiment de panique. Qui pourrait être là-dedans et pourquoi? Serait-ce un sans-abri qui est entré par effraction? Un proche de Lisa qui n'était pas censé être là? Nos esprits bouillonnaient de possibilités. Vers 2 heures du matin, le bruit s'est arrêté. Nous sommes restés blottis sur le canapé, trop effrayés pour aller dans la chambre au cas où la porte s'ouvrirait. Le matin, nous avons fait nos valises à la hâte, décidant de partir. Mais la curiosité a pris le dessus sur Jake et il a dit que nous devrions essayer d'ouvrir cette porte. Je n'étais pas d'accord, mais il a insisté pour rechercher tout indice susceptible d'expliquer ce qui se passait. Nous avons trouvé une petite boîte à outils en métal dans la buanderie. À l'intérieur se trouvait un marteau et quelques tournevis. Jake a réussi à détacher la charnière du cadenas avec un tournevis et la serrure a finalement cédé. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il ouvrait lentement la porte. L'odeur de l'air humide nous envahit. L'espace derrière la porte était un débarras faiblement éclairé avec des étagères poussiéreuses et de vieilles boîtes. Blotti dans un coin, se trouvait un homme mince et pâle, portant des vêtements en lambeaux. Ses yeux étaient écarquillés de peur ou peut-être de désespoir. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Cet inconnu tremblait et avait l'air terrifié à l'idée de nous voir. Il était clair qu'il n'avait pas pris de bon repas ni pris de douche depuis longtemps. Jake lui a demandé qui il était, mais l'homme a simplement marmonné « Je suis désolé, je ne suis pas censé être là ». Nous avons réalisé qu'il vivait peut-être dans le sous-sol, caché par Lisa, ou peut-être qu'il s'était infiltré à son insu. Quoi qu'il en soit, c'était terrifiant. Nous avons fermé la porte et nous sommes retirés. Nous ne savions pas s'il était dangereux ou simplement victime d'une situation horrible.
À ce moment-là, Lisa a commencé à appeler mon téléphone, répondis-je, sentant mon cœur s'emballer. Elle nous a dit frénétiquement de rester en dehors de la pièce verrouillée et de quitter l'appartement. Elle a dit que c'était une affaire de famille et qu'elle était en route. Sa voix semblait affligée, mais elle ne voulait rien expliquer. Jake et moi avons attrapé nos valises et sommes sortis précipitamment. Nous ne voulions aucune confrontation. Alors que nous partions, j'ai vu une voiture rouler à toute vitesse dans la rue en direction de la maison. J'ai supposé que c'était Lisa. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler, repensant au moment où nous avons vu cet homme recroquevillé dans le noir, enfermé derrière une porte. Nous avons immédiatement tout signalé à Airbnb. Ils se sont excusés et nous ont aidés à trouver un hôtel pour le reste de notre séjour. Ils ont promis d'enquêter sur l'inscription de Lisa et de la suspendre si nécessaire. Quelques jours plus tard, un agent du service client a contacté pour confirmer qu'il avait supprimé Lisa de la plateforme. Je m'appelle Yassir et je viens de Lahore, au Pakistan. En 2004, mes 3 amis, Ali, Imran et Samir, et moi, avons décidé de visiter Las Vegas, dans le Nevada, pour de courtes vacances. Nous avions toujours beaucoup entendu parler de la ville, de ses lumières vives, de ses rues animées et de ses casinos glamour. Pour nous, il ne s'agissait pas de jeux de hasard ou de vie nocturne. Nous voulions juste voir la célèbre ville que nous n'avions vue que dans les films. Nous avons réservé un Airbnb pour le week-end non loin du Strip et avons atterri en ville un vendredi après-midi ensoleillé. Tout semblait parfait au début. L'Airbnb était confortable, les rues étaient vivantes et les gens sympathiques. Le premier jour, nous nous sommes promenés pour admirer les sites touristiques. Nous avons exploré les emblématiques fontaines du Bellagio et les lumières éblouissantes de Fremont Street. Tout le monde semblait accueillant et nous avons passé un bon moment à rire, à parler et à prendre des photos à partager avec nos familles restées à la maison. Le deuxième soir, après une longue journée de visite, nous avons décidé de nous détendre. Samir a préparé du biryani dans la cuisine d'Airbnb et nous nous sommes tous assis pour manger, nous remémorant nos aventures jusqu'à présent. Vers 21h, nous avons entendu un fort coup à la porte. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis. Est-ce que quelqu'un a commandé quelque chose? J'ai demandé. Tout le monde secoua la tête. Le coup revint, plus fort cette fois. Prudemment, je me dirigeais vers la porte et jetai un coup d'œil par le Judas. Un homme d'une 50aine d'années se tenait dehors. Il portait une veste sombre et avait un air intense sur le visage. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise, mais j'ouvris légèrement la porte pour voir ce qu'il voulait. « Hé !» dit-il d'une voix bourrue, en regardant derrière moi dans la pièce. « Que faites-vous tous ici ?» J'ai froncé les sourcils. « Nous sommes juste en visite. Y a-t-il un problème ?» Son visage se tordit en un ricanement. « Je vous ai vu plus tôt. Vous êtes musulmans, n'est-ce pas? Des terroristes. » Je me suis figé. « Excusez-moi, » dis-je d'une voix tremblante. Mes amis, sentant la tension, sont venus à la porte. « Ne fais pas l'idiot, » cracha l'homme. « Vous êtes tous pareils. Vous venez ici et agissez en toute innocence, mais vous ne faites rien de bon. Je ne vous laisserai pas ruiner cet endroit. » Ces paroles étaient empreintes de haine et mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Nous sommes des touristes, » dis-je fermement. « Nous sommes juste ici pour un court voyage. S'il vous plaît, partez. » Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il fouilla dans sa veste et en sortit un petit couteau. « Je ne te fais pas confiance, » grogna-t-il. « Tu n'as pas ta place ici. » Nous avons rapidement fermé la porte et l'avons verrouillée. À l'intérieur, nous étions tous paniqués. « Devrions-nous appeler la police ?» demanda Samir. J'ai hoché la tête et Ali a attrapé le téléphone pour composer le 911. Pendant ce temps, l'homme à l'extérieur a commencé à frapper à la porte, criant des insultes haineuses et menaçant de s'introduire par effraction.
Les minutes nous ont semblé des heures pendant que nous attendions que les secours arrivent. Je n'arrêtais pas de penser à ma famille, à la maison, mes parents et mes jeunes frères et sœurs. Les reverrai-je? Je pouvais entendre mes amis essayer de rester calmes, mais la peur dans leurs yeux reflétait la mienne. Finalement, nous avons entendu le bruit des sirènes. Le soulagement nous a submergés lorsque la police est arrivée. L'homme a tenté de s'enfuir, mais les policiers ont été prompts à réagir. Ils l'ont plaqué au sol et l'ont menotté juste devant notre Airbnb. Un des agents a frappé à notre porte et nous a demandé si tout allait bien. Nous avons expliqué tout ce qui s'était passé, encore secoué par l'épreuve. La police nous a assuré que l'homme serait inculpé pour ses actes. « Vous êtes en sécurité maintenant », a déclaré un officier. Mais alors que nous regardions l'homme assis à l'arrière de la voiture de police, quelque chose a remué en moi. Il avait l'air en colère, bien sûr, mais aussi modeste, vaincu. Je me suis tourné vers mes amis. « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» ai-je demandé doucement. Ali et Samir semblaient incertains, mais Imran prit la parole. « Yassir, nous sommes musulmans. Que nous enseigne notre foi ?»« Pardon, dis-je presque pour moi-même. Le Coran dit que le pardon vaut mieux que la vengeance. » À ce moment-là, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Nous avons appelé l'officier à part et lui avons expliqué notre décision. « Nous ne voulons pas porter plainte, » dis-je. L'officier eut l'air surpris. « Es-tu sûr ?» il a demandé. « Cet homme a menacé votre vie. »« Oui, » dis-je fermement. « Nous sommes musulmans et notre religion nous apprend à pardonner. Nous voulons retourner dans notre pays avec la paix dans nos cœurs. S'il vous plaît, laissez-le partir. » Les officiers échangèrent des regards, mais finirent par accepter. Ils ont averti l'homme de rester loin de nous et l'ont relâché. Avant de partir, l'un des policiers a mentionné discrètement que l'homme s'appelait Henri et qu'il avait perdu son plus jeune fils lors des attentats du 11 septembre. Consumé par le chagrin et cherchant à se venger, il s'en était pris à toute personne qu'il croyait musulmane. Alors qu'Henri était sorti de la voiture, il nous regarda, confus. Il n'a pas dit un mot, mais s'est éloigné dans la nuit. Le lendemain, nous avons fait nos valises et nous sommes dirigés vers l'aéroport. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas. J'ai ressenti un mélange d'émotions, du soulagement, de la tristesse et un malaise persistant. Mais je me sentais aussi fier que face à la haine, nous ayons choisi la compassion. Ma mère a pleuré et mon père a dit qu'il était fier de nous pour représenter l'islam sous un jour positif. Cette expérience est restée gravée dans ma mémoire, me rappelant que le monde peut être dur, mais que nous avons le pouvoir de répondre avec gentillesse, même envers quelqu'un comme Henri, qui avait tant perdu et cherchait désespérément à se venger.